Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour cette introduction et merci pour cette invitation dans ce lieu magnifique. C'est, je pense, la deuxième fois que j'ai l'occasion de présenter communication devant le Graphe et c'est toujours, je pense, c'est vraiment très intéressant d'avoir ces échanges entre médecins, directeurs d'hôpitaux, c'est une très bonne initiative. Alors, on m'a chargé, j'ai été chargée de vous faire cette présentation sur les catégories diagnostiques en psychiatrie. Alors c'est un thème que j'aime bien aborder, j'étais vraiment ravie de pouvoir vous le présenter aujourd'hui, avec toutefois un petit peu, comme toujours, de perplexité. Alors j'espère que je vais comprendre comment marche ce machin. Oui, j'y suis sur le côté. Donc ce n'était pas moi. Très bien, merci beaucoup. Donc, comme je vous le disais, avec un petit peu de perplexité quand même, parce que je me demande toujours comment ça marche, oui. Vous n'avez pas un truc plus manuel, là, plus direct, où je peux pas... Non, moi je vais me le faire éventuellement depuis l'ordi, c'est peut-être plus simple. Merci. Voilà, vive la technique. Très bien, merci beaucoup. Donc je me demande toujours, si j'étais cardiologue, si on me demanderait de présenter à une docte assemblée de directeurs d'hôpitaux un exposé d'une demi-heure sur la pertinence des critères diagnostiques qu'ils utilisent, pourquoi tel critère a l'ECG, pourquoi tel paramètre pour dire qu'un souffle est pathologique ou autre. De la même manière, je me pose la question de savoir... Ah oui, il faut que je vous le dise. Si j'étais neurologue, si on me demanderait quel était le critère IRM que j'utilise et de justifier pourquoi j'utilise tel ou tel critère IRM pour dire que quelqu'un a besoin de tel ou tel traitement. Et en fait, à ma connaissance, ça ne fait pas partie des thématiques que l'on demande à nos collègues des autres spécialités d'aborder de manière extrêmement fréquente. Donc je vous fais un signe, c'est ça? D'accord. Donc, paradoxalement, nous autres psychiatres, nous consacrons des centaines d'heures de communication à exposer, à justifier, à expliquer pourquoi nous devons utiliser tel ou tel critère diagnostique pour mettre en place tel ou tel traitement, pourquoi même nous utilisons des critères diagnostiques, pourquoi nous avons besoin de catégoriser les gens, en fait. Et depuis que je suis interne, j'ai eu la chance de commencer mon internat avec l'arrivée du DSM-3, la chance où... voilà. Et en fait, j'ai le sentiment que depuis les années 80, nous passons notre temps, nous autres psychiatres, à devoir nous justifier par rapport à l'utilisation de ces outils de travail. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas du tout de quoi je parle de ces deux manuels qui sont le DSM-5, qui est donc le système de classification diagnostique qui est issu de l'Association américaine de psychiatrie, dont nous en sommes à la 5e édition actuellement, et aussi qui est beaucoup moins diabolisé, dont on entend beaucoup moins parler, la CIM-10, donc que vous connaissez par ailleurs, puisqu'en fait c'est le système de classification qui est utilisé pour toutes les pathologies, qu'elles soient psychiatriques ou médicales non psychiatriques. Donc la classification internationale des maladies qui, elle, dans la 10e édition, on attend toujours la 11e, est produite par l'OMS. Donc ces systèmes de catégorisation et de classification diagnostique ont été élaborés. Je vous referai très brièvement l'historique de leur élaboration et de leur développement. Mais vous n'avez pas pu échapper, je pense, au cours des dernières années, au débat qui s'est installé, notamment avec l'arrivée du DSM-5. Je me suis autorisée à parodier la phrase de Clémenceau sur la guerre. Et effectivement, ce qui est quand même très frappant avec notre spécialité, c'est que tout le monde s'estime compétent pour commenter nos critères diagnostiques, nos outils de travail. Et on a vu, à l'occasion donc de la parution du DSM-5, il y a maintenant, je me tourne vers mes collègues, 4 ans,
Donc vraiment une hystérie, pour employer un mot justement qui est banni du DSM-5, médiatique autour de l'arrivée de cette classification. Alors, ce qui peut paraître effectivement totalement surprenant pour des personnes du grand public et donc d'essayer de comprendre en fait d'où viennent toutes ces interrogations et tous ces débats. Donc on a vu effectivement, diapositive suivante. Alors c'était un débat qui est essentiellement américain, mais qui s'est finalement mondialisé, comme l'explique effectivement le titre de ce livre, où effectivement, diapositive suivante, donc ce livre qui est repris dans une tribune du New York Times, il y a eu, à l'époque de la sortie du DSM-5, en fait, des dizaines d'articles dans le New York Times, un petit peu moins dans la presse française, mais vraiment, il y a eu quelque chose d'inimaginable, on va dire, pour toutes les autres spécialités médicales, où tout le monde s'est mis effectivement à expliquer aux psychiatres combien ils avaient tort d'utiliser ces systèmes diagnostiques et combien c'était dangereux pour la population. Donc là, en fait, c'est une des types de critiques. Je vous en évoquerai certains autres dans le suite de mon exposé. Là, c'est des commentaires qui tournent autour de la globalisation de la pensée, de la globalisation des catégorisations, enfin de la mondialisation, pardon, pour employer un terme, j'emploie un anglicisme, où donc très schématiquement, l'auteur dit que depuis plus d'une génération, dans l'Occident, nous avons agressivement diffusé notre connaissance moderne des troubles psychiatriques autour du monde. Que en fait, bon, je vous résume l'exposé. L'idée, c'est qu'en fait, on a voulu exporter notre modèle médical de la psychiatrie pour catégoriser la souffrance psychique, en niant toute la dimension culturelle et en exportant notre approche occidentale à travers le monde. Nous, c'est en l'occurrence là les Américains. Alors, finalement, pourquoi est-ce que les catégories diagnostiques en psychiatrie génèrent autant de débats, autant de commentaires par les non-psychiatres, par des gens complètement extérieurs à la santé mentale? Qu'est-ce qui explique finalement qu'il y ait cette dramatisation et cette passion autour de cette histoire du diagnostic en psychiatrie? Diapositive suivante. Alors, je vais reprendre des points qui ont été abordés hier par le professeur Gaillard concernant la psychiatrie. Donc, la psychiatrie est une spécialité médicale, bien évidemment, et nous le revendiquons, enfin la plupart d'entre nous le revendiquent, mais c'est une spécialité médicale presque comme les autres. Donc, Raphaël Gaillard vous a très brillamment expliqué en quoi le cerveau est l'organe auquel nous nous intéressons. Donc, par rapport aux autres spécialités médicales, nous avons effectivement un point commun, c'est-à-dire que nous savons de quel organe nous traitons, mais nous avons effectivement quelques différences avec des autres spécialités médicales. Alors, je fais de manière un peu provocante quand je vous mets les termes inconnus. À ce jour, l'étiologie, c'est-à-dire les causes, les facteurs causaux des maladies psychiatriques sont presque inconnus. Alors, c'est un peu provocateur, on a quand même effectivement assez avancé sur les facteurs de risque, mais on n'est quand même pas au même niveau que bon nombre de nos collègues de notre spécialité dans la connaissance des déterminismes causaux. La physiopathologie, c'est-à-dire les mécanismes cérébraux qui sous-tendent l'apparition des symptômes, là aussi, bien sûr, on n'est pas au degré zéro de la connaissance, mais quand même, par rapport à bon nombre d'autres spécialités, on est quand même encore très balbutiant dans nos connaissances par rapport à la physiopathologie des troubles psychiatriques. Ce qui vous a aussi été expliqué par Raphaël Gaillard, c'est qu'effectivement, à l'heure actuelle, on utilise beaucoup d'examens complémentaires en psychiatrie. Bien évidemment, on fait passer des IRM, on fait des dosages de TSH, on fait des bilans biologiques, mais ce sont des examens qui sont uniquement pratiqués pour éliminer des pathologies médicales non psychiatriques. Ce n'est pas pour un diagnostic positif. Donc nous ne sommes pas comme le cardiologue qui voit quelqu'un arriver, ou l'urgentiste qui voit quelqu'un arriver aux urgences avec une douleur transfixiante dans la poitrine qui irradie dans la mâchoire et dans le bras gauche,
qui pense « Ah, ça doit être un infarctus du myocarde », mais qui va tout de suite se précipiter sur le CG ou les examens biologiques pour confirmer son diagnostic. Nous n'avons que les symptômes pour poser nos diagnostics. Nous n'avons pas d'examen complémentaire pour poser nos diagnostics. Donc le diagnostic, effectivement, reste exclusivement clinique. Et le problème majeur en psychiatrie, qui n'est pas forcément spécifique de la psychiatrie, c'est qu'aucun symptôme en lui-même ne suffit pour poser un diagnostic de maladie. Il faut un regroupement de symptômes, ce qu'on appelle la démarche syndromique en médecine, pour poser un diagnostic en psychiatrie. Donc effectivement, nous sommes dans la même démarche médicale que les autres spécialistes, c'est-à-dire nous identifions des symptômes, nous faisons des regroupements syndromiques, nous éliminons les autres pathologies pour poser notre diagnostic, mais avec toutes les limites que je viens d'exposer. Diapositive suivante. Alors en fait, pourquoi finalement pourquoi les psychiatres utilisent les catégories, malgré toutes ces incertitudes et pour tous ces points d'interrogation qui font qu'effectivement on est dans une espèce de flou quand même par rapport à ce que nous faisons. Eh bien parce que nous sommes médecins et que quand on est médecin, on a été formaté depuis le début de nos études médicales à penser comme ça et à faire de la catégorie. C'est-à-dire que quand on est médecin, on est formé à catégoriser les gens en malades ou non malades. Et, diapositive suivante, en fait, pourquoi nous avons besoin de penser de manière catégorielle, médecin et donc psychiatre? Parce que la prise de décision en médecine, elle doit s'appuyer sur des catégories. C'est-à-dire que même si on sait que la réalité est plus complexe, on ne décide pas d'opérer plus ou moins, on ne décide pas d'hospitaliser quelqu'un plus ou moins, on ne décide pas de prescrire plus ou moins un traitement antidépresseur, on fait du binaire, on fait du oui-non. Et pour du binaire, il faut s'appuyer sur des catégories. Donc ça, alors, diapositive suivante, on m'a demandé de vous faire de l'histoire, donc je vous fais de l'histoire. La catégorisation, en fait, notre cerveau est fait pour faire de la catégorie. Depuis l'histoire de l'humanité, nous produisons des catégories et nous découpons la réalité en catégories. Donc la plus ancienne connue, qui a été transmise en tout cas aux générations ultérieures, c'est celle d'Aristote. Diapositive suivante. Vous connaissez bien sûr toutes les taxonomies de Linné qui a catégorisé tous les êtres vivants en espèces, sous-espèces, etc. Donc en fait, toute la pensée scientifique repose quand même beaucoup sur ce système de catégorisation de la réalité. Diapositive suivante. Donc, alors, comment ça se traduit dans la pratique? Donc, je vous disais, effectivement, nous avons besoin de catégoriser les gens en présentant une maladie. Donc, par exemple, nous catégorisons les gens entre présentant une hypertension ou ne présentant pas d'hypertension. D'un côté, il y a les gens qui ont besoin de traitement, de l'autre, les gens qui n'en ont pas besoin. Diapositive suivante. Même chose pour le diabète. Diapositive suivante. Mais bien sûr, la réalité est un peu plus complexe. C'est-à-dire que nous savons tous qu'à un moment, nous allons tracer une ligne arbitraire qui va différencier les gens qui, d'un côté, ont une hypertension et de l'autre, n'en ont pas. Cette ligne est arbitraire aussi pour l'hypertension. Enfin, quand j'ai débuté mes études, la ligne n'était pas au même endroit que maintenant pour définir les gens hypertendus et non hypertendus. Donc, c'est à un moment donné, il y a un corpus de connaissances qui fait qu'on va décider de différencier le normal du pathologique, parce que c'est de ça dont je parle actuellement, avec une ligne de partage arbitraire. Donc, c'est vrai en cardiologie, diapositive suivante, c'est vrai en endocrinologie, diapositive suivante, et c'est vrai en psychiatrie. C'est-à-dire que nous savons tous que nous sommes sur un processus continu, alors ce qu'on appelle en termes techniques une distribution presque normale, on va dire, presque gaussienne, mais qu'à un moment donné, pour des raisons, encore une fois, pour favoriser la prise de décision, nous partons de cette réalité que nous connaissons et nous savons que la dépression, on est plus ou moins déprimé, mais nous allons tracer une ligne qui va permettre effectivement à un moment donné de catégoriser les gens qui sont dans la catégorie de malades et les gens qui sont dans la catégorie
a priori non malades. Mais en fait, derrière, c'est encore une fois traitement, pas de traitement. Diapositive suivante. Alors, comment on fait? Parce que là, pour le moment, je vous ai parlé des critères diagnostiques de manière un peu vague. En pratique, comment on fait pour définir cette limite? Eh bien, des centaines d'experts se sont réunis pendant des dizaines de milliers d'heures au cours des 50 dernières années pour essayer de trouver un consensus pour dire, voilà, nous sommes tous d'accord pour dire qu'un épisode dépressif caractérisé, donc là je vous mets les critères du DSM-5, un épisode dépressif caractérisé, que l'on habite au Japon, que l'on habite en Chine, que l'on habite au Chili, en France, au Canada, pour répondre aux critères d'épisode dépressif caractérisé, on doit présenter tout ce type de symptômes pendant au moins 15 jours. Donc je ne vous liste pas les symptômes, ça n'a pas d'intérêt, mais sachez que c'est ça nos critères diagnostiques, c'est-à-dire c'est une liste très pratique de symptômes et on doit identifier que ces symptômes sont présents ou absents, et s'ils sont présents, qu'ils sont en quantité suffisante et qui retentissent de manière suffisamment forte sur le fonctionnement de la personne pour poser un diagnostic. Donc, voilà, après, effectivement, ces symptômes sont le plus petit commun dénominateur entre tous les psychiatres du monde. Donc, forcément, il y a une réduction de la finesse sémiologique qu'ont pu connaître les plus anciens psychiatres, mais encore une fois, c'est derrière favoriser la prise de décision et en fait favoriser aussi la recherche. Mais je vais peut-être laisser ce sujet plus à Eric. Donc, diapositive suivante. Donc là, c'était un exemple avec la dépression. On peut faire le même exemple de catégorisation avec l'anxiété. Diapositive suivante. Mais c'est vrai en fait pour tous les troubles psychiatriques. C'est-à-dire que même les troubles psychiatriques qui a priori paraissent qualitativement très différents de l'expérience normale avec beaucoup de guillemets, comme les troubles psychotiques, les schizophrénies par exemple, ou les troubles délirants, même pour ces symptômes-là, en fait, il n'y a pas d'un côté eux et de l'autre nous, il y a un continuum d'expériences où il y a des expériences psychotiques qui sont très banales en population générale. Et en fait, là aussi, c'est la même chose que pour la dépression. Ce n'est qu'à partir d'un certain niveau de sévérité et de retentissement qu'on va considérer que quelqu'un rentre dans la case malade et a besoin de traitement. Donc même pour les pathologies qui paraissent les plus éloignées de l'expérience commune. Diapositive suivante. Alors, après ce que je viens de vous dire, vous allez bien évidemment comprendre pourquoi finalement cette approche catégorielle pose problème, c'est-à-dire la question centrale est celle de la frontière. C'est-à-dire qu'est-ce qui nous autorise finalement à tracer la frontière à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Et la plupart des débats finalement viennent de cette question des frontières. Et essentiellement dans les débats grand public de la frontière entre normal et pathologique. Parce que bien évidemment, si vous décidez à un moment donné, si un groupe d'experts qui se réunit pendant des dizaines d'heures décide à un moment que finalement la frontière précédente était trop restreinte et ne permettait pas de capturer l'ensemble des personnes nécessitant un traitement, il peut y avoir une décision collective d'inclure des gens qui jusqu'à présent étaient considérés comme normaux nécessitant pas un traitement dans la catégorie des gens nécessitant un traitement. Diapositive suivante. Alors ça, ce sont plus les questions des frontières se posent aussi sur les frontières entre les troubles eux-mêmes. Donc ça, ce sont plus des débats de spécialistes, on va dire, que des questions qui animent le grand public. Mais je peux vous prendre tous les catégories diagnostiques en psychiatrie qui existent, et pour toutes les catégories diagnostiques, là je vous ai fait juste un petit échantillon, se pose toujours la question de la frontière avec les autres troubles. Alors on a des pirouettes on parle de comorbidité, ou alors on crée des catégories intermédiaires. Par exemple, la plus connue, c'est entre schizophrénie et trouble bipolaire. Bon, on apprend aux étudiants qu'il y a d'un côté une maladie qui s'appelle la schizophrénie, de l'autre côté une maladie qui s'appelle le trouble bipolaire. Dans la vraie vie, on a des gens qui, ma foi, ont un peu les deux et on ne sait pas trop où les mettre. Et comme on ne sait pas où les mettre, on fait une troisième catégorie qui s'appelle le trouble schizoaffectif. Faute de mieux, c'est... voilà.
Et en fait, la question finalement se pose pour quasiment tous les troubles où effectivement les frontières ne reposant que sur des regroupements de symptômes, en fait, elles sont par définition arbitraires. Et par définition, la frontière peut être contestée. Diapositive suivante. Alors, donc ça, c'est finalement, on a raison d'être critique vis-à-vis des catégories diagnostiques et de notre approche catégorielle. Elle repose sur pas grand-chose, elle peut être mise en cause à tout moment, ce sont des avis d'experts. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qui se passait avant qu'on ait les catégories diagnostiques et avant qu'on ait ces classifications? Alors ça, c'est une étude extrêmement célèbre qui a été faite par nos collègues anglais il y a quand même maintenant très longtemps, à la fin des années 60, au début des années 70. Et en fait, ils ont comparé les pratiques diagnostiques de deux hôpitaux, un hôpital à Londres et un hôpital à New York. Donc, qui recevaient donc a priori des patients présentant à peu près les mêmes pathologies, et ils ont regardé comment étaient diagnostiqués ces patients. Et ce qu'ils ont réalisé, c'est qu'au fil du temps, les diagnostics de schizophrénie étaient posés 3 fois plus fréquemment par les psychiatres américains que par les psychiatres londoniens. Alors, ils se sont dit, mais peut-être finalement, la pathologie est différente, il y a peut-être réellement des variations d'un pays à l'autre. Donc, ils ont fait en parallèle des diagnostics qui étaient posés par les psychiatres, ils ont fait une évaluation standardisée des patients par des cotateurs indépendants qui utilisaient des outils standardisés. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, quand on utilise des outils standardisés, on a un peu la même fréquence de deux côtés. Donc en fait, ça a été quand même un choc, ça, pour la communauté internationale psychiatrique, de se rendre compte qu'il y avait des tels écarts dans les pratiques diagnostiques d'un pays à l'autre, et quand même, là aussi, on n'était pas sur des cultures extrêmement divergentes. Enfin, donc, il y a eu une prise de conscience vraiment très forte à ce moment-là de la nécessité d'harmoniser les pratiques à travers le monde. Diapositive suivante. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on commençait à être vraiment... il y avait des pré-Smith, il y avait déjà eu des travaux précédents, mais c'est vraiment à partir de cette prise de conscience qu'on commençait à être élaborés les premiers critères diagnostiques et les premières classifications diagnostiques. Alors, ce n'est pas non plus par hasard à ce moment-là qu'arrivent les classifications diagnostiques, parce qu'il faut bien dire les choses comme elles sont. Depuis l'invention des neuroleptiques en 1952 à Sainte-Anne, ce traitement était un peu la panacée universelle, c'est-à-dire ça soignait tout puisqu'on n'avait pas grand-chose d'autre. Mais quand le lithium est apparu, il a commencé à devenir relativement important, c'est-à-dire à cette époque-là, en 70, il a commencé à devenir relativement important de pouvoir discriminer les gens qui avaient plutôt besoin d'antipsychotiques des gens qui avaient besoin plutôt de lithium. Et donc, poser des diagnostics de schizophrénie pour tout le monde, ça commençait à être un peu problématique en termes, là aussi, de décision thérapeutique. Donc, en fait, les versions avant le 3 étaient relativement confidentielles, elles étaient américano-américaines. C'est à partir du 3 qu'il y a eu la mondialisation du DSM. Je me souviens à l'époque, c'était assez spectaculaire. En fait, chaque fois qu'on prononçait le mot DSM dans une assemblée, il y avait toujours un exorciste qui sortait en nous disant « Va-t'en, Satan ». Voilà, c'était très, ça a duré très longtemps. Ça s'est apaisé. Bizarrement, tous ces débats, on n'entendait plus parler, ça s'est vraiment apaisé jusqu'à l'arrivée du DSM-5, où on est tous restés complètement perplexes, enfin les plus vieux qui avaient connu l'arrivée du DSM-3, très perplexes de voir pour ces passions qui se réactivaient à ce moment-là de manière identique à ce qu'on avait connu à l'arrivée du DSM-3. Diapositive suivante. Donc ça, j'ai déjà abordé, on va passer à la diapositive suivante. Alors, effectivement, là, c'est aussi pour expliquer que quand même, cette hypermédiatisation ne repose pas non plus juste que sur des questions idéologiques et des querelles d'école. Il y a quand même derrière aussi des enjeux réels en termes de prise en charge des patients. Parce que, comme vous le comprenez bien, la question de la frontière est quand même importante pour définir la population cible des traitements, notamment médicamenteux.
Et cette question des frontières va se poser et s'est posée. Il y a des collègues spécialistes dans la salle qui pourront mieux vous répondre à ces questions que moi, notamment pour la prise en charge des enfants hyperactifs qui présentent un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, et des extensions d'indication des traitements psychostimulants par Ritaline et les molécules suivantes, qui est une question qui s'est posée notamment aux États-Unis, où effectivement l'exposition, la frontière paraît extrêmement mobile, et il y a la question qui se pose du nombre d'enfants qui sont exposés à ces molécules, avec toutes les interrogations sur la justification d'élargir autant les indications. Diapositive suivante. Alors, dans un des points qui a vraiment cristallisé l'attention aussi dans le DSM-5, c'est la question du deuil pathologique, c'est-à-dire de la médicalisation d'une expérience de vie normale, avec là aussi beaucoup de guillemets, et quelle était la justification d'introduire cette catégorie qui finalement là aussi consiste à bouger les frontières et à faire introduire dans les catégories de personnes malades des gens qui a priori étaient considérés jusqu'alors comme présentant une réaction normale de la vie. Diapositive suivante. On peut aussi se poser la question concernant toutes les pathologies, et il y a par exemple, y compris pour les pathologies les plus sévères comme la schizophrénie, beaucoup de débats autour de la tendance actuelle qu'il y a à vouloir inclure des personnes qui présentent des symptômes à minima de ces pathologies dans une catégorie dite d'états mentaux à risque, alors sous des arguments tout à fait, bienveillant, c'est-à-dire qu'on va dépister plus tôt les gens, les traiter plus tôt, éviter qu'ils s'aggravent et qu'ils aient des évolutions catastrophiques. Mais le problème, c'est qu'avec ce genre de choses, on inclut aussi des gens qui n'auraient jamais développé la maladie. Donc ça, c'est toujours aussi, c'est un autre débat, mais c'est tout le problème de la prévention. Diapositive suivante. Et donc, ceci pour résumer ce que je suis en train de vous dire. En fait, toute cette question des frontières pose la question de la population cible des traitements. Diapositive suivante. Avec, comme vous le savez, et là je prends ma casquette de pharmaco-épidémiologiste, toutes les problématiques autour de l'exposition croissante de la population aux médicaments psychotropes. Et il ne faut pas se voiler la face, c'est-à-dire qu'effectivement, nos catégories diagnostiques et la manière dont on les définit vont avoir un impact extrêmement fort sur la définition de population cible d'un médicament et donc de la population à traiter. Et donc on voit par exemple, ça c'était après l'arrivée des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, des antidépresseurs, l'explosion des ventes. Diapositive suivante. Ça, ce sont l'explosion des prescriptions d'antipsychotiques chez les jeunes aux USA. Diapositive suivante. En France aussi. Surtout chez les... En France aussi, donc ça c'est une étude qu'on avait faite il y a quelques années qui montre une explosion des consommateurs, enfin une explosion, une augmentation qui est quand même pas négligeable de l'usage d'antipsychotiques, notamment dans une tranche 11 à 15 ans, qui derrière l'explosion des antidépresseurs, c'est l'arrivée de nouveaux médicaments, l'explosion des antipsychotiques, ce sont aussi l'arrivée de médicaments de seconde génération dits mieux tolérés, surtout assez, mieux remboursés, plus coûteux et devant être rentabilisés par les laboratoires qui les ont mis sur le marché. Ce qui m'amène à une autre thématique, mais qui rejoint ce que je viens de vous dire et qui, en fait, là aussi peut expliquer. Je vous ai fait de la provocation tout à l'heure en vous disant mais enfin on ne comprend pas pourquoi nous autres psychiatres on est toujours sur la sellette et pourquoi tout le monde se mêle de nos pratiques diagnostiques. Bien sûr, derrière, il y a toute la question de la prescription inappropriée, de l'exposition inappropriée des personnes de la population générale à des médicaments. Alors c'est ce qu'on appelle en termes techniques le disease mongering. Je ne sais jamais trop comment ça se traduit en français. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment de traduction. C'est la création de maladies. En fait, où il y a le processus est bien connu, il y a un médicament qui est mis sur le marché, on réunit des experts qui vont démontrer qu'il y a un problème de santé publique majeur qui n'est actuellement pas bien pris en charge, que va résoudre l'arrivée de ce médicament et qui permettent évidemment d'augmenter derrière les ventes de ce médicament. Donc bien sûr, nous ne sommes pas dupes en psychiatrie que quand nous élargissons nos frontières diagnostiques, derrière,
nous avons toujours ce risque d'exposer de manière inappropriée des gens dans la population générale à des médicaments. Diapositive suivante. Alors, la question c'est, effectivement, je me suis un peu l'avocat du diable, devons-nous nous passer des catégories diagnostiques en psychiatrie? Diapositive suivante. Eh bien, à l'heure actuelle, c'est probablement pas. À l'heure actuelle, on voit mal comment on pourrait se passer du diagnostic et des catégories diagnostiques en psychiatrie. Nous avons tous besoin de ces catégories. Les patients ont besoin de ces catégories. Ils ont besoin d'avoir des annonces diagnostiques. On ne peut pas dire à quelqu'un, cher monsieur, sur l'échelle d'hallucination, vous cotez à 20, sur l'échelle d'idées délirantes à 3, sur l'échelle de dépression à 10. Voilà, et je vais vous traiter pour tout ça. Les gens, ils ont besoin qu'on leur annonce un diagnostic et de savoir, en fait, derrière, quelle va être la prise en charge. Donc l'annonce diagnostique, c'est, comme dans toutes les autres spécialités, quelque chose d'extrêmement important en psychiatrie, pour permettre aux gens de s'approprier leurs problèmes de santé, de bénéficier d'éducation thérapeutique, de bénéficier de droits sociaux. Alors, par exemple, aux États-Unis, c'est vraiment... dans notre système de santé, bon, c'est un peu plus souple encore, mais dans certains pays, si on n'a pas le code diagnostique, on n'a pas droit aux 15 jours d'hospitalisation pour la prise en charge de cette pathologie. Les médecins, bien sûr, nous médecins, nous avons besoin de ces catégories diagnostiques pour décider, pour faire de la décision thérapeutique, pour communiquer avec nos autres collègues. Pareil, on communique, c'est difficile de communiquer sur des scores à des échelles avec les autres collègues. Directeur d'hôpitaux, je ne sais pas, c'est pas un mot vous dire pourquoi vous avez besoin de diagnostic, mais j'ai quand même une petite idée que ça vous aide pour avoir des données d'activité pour l'organisation des soins. Et bien sûr, mais ça ce sera ce qui va être développé par Eric Facra, nous avons besoin aussi des critères diagnostiques pour communiquer avec les autres chercheurs, pour être sûr que dans les études sont inclus des gens qui ont à peu près les mêmes symptômes. Diapositive suivante. Donc, il est très important dans les débats sur les diagnostics de bien différencier deux choses. Dans la pratique clinique, en l'état actuel des choses, je ne vois pas comment la psychiatrie spécialité médicale pourrait se passer des catégories diagnostiques. Nous en avons vraiment besoin au quotidien. Alors, nous savons que c'est une réduction de la complexité. Nous savons bien évidemment que les phénomènes sont beaucoup plus complexes, mais ça, donc, c'est l'approche qui va être développée, je pense, tout à l'heure par Eric, pour vous expliquer comment nous pouvons aussi prendre en compte cette complexité par d'autres aspects. Diapositive suivante. Et donc, pour conclure, j'aime bien cette citation, j'attends toujours qu'elle soit obsolète, ça fait plus de 20 ans. Donc, c'est un psychiatre épidémiologiste qui disait, concernant les catégories en psychiatrie, que nous attendons effectivement que notre spécialité suive la voie suivie par l'épidémiologie des maladies infectieuses. Donc, pour ceux d'entre vous qui connaissent l'histoire des maladies infectieuses, il y a eu des grandes classifications sur les fièvres, avec toutes les catégorisations des fièvres, leurs descriptions extrêmement fines, jusqu'à ce qu'on trouve les bactéries et les virus, où là, les classifications des fièvres sont passées à la poubelle. Donc actuellement, nous en sommes quand même un peu là encore en psychiatrie. C'est-à-dire que, comme le conclut Anthony, en fait, il conclut qu'il aurait été improductif d'étudier le choléra, la fièvre jaune, la fièvre typhoïde, la syphilis réunies en une seule entité des maladies infectieuses. Nous en sommes actuellement là. Je suis optimiste et je pense qu'effectivement, on va un jour rejoindre les autres spécialités médicales et pouvoir avoir une approche un peu plus basée sur la physiopathologie et sur l'étiologie. Mais en l'état actuel, les classifications que nous utilisons sont très imparfaites, mais c'est le moins mauvais outil dont nous disposons. Je vous remercie.